Voilà, donc aujourd'hui, nous allons faire semelle filante. Ok, ne regardez pas les fondations qui sont ici. Voilà, donc on va faire ce qu'on appelle par semelle filante. Donc, on va utiliser un projet, c'est-à-dire un projet où on a déjà fait la descente de charge sur robot. Ok, et nous allons faire une semelle de fondation, semelle filante. Déjà, c'est un ouvrage, c'est-à-dire c'est un ouvrage d'infrastructure généralement un peu embêtant à mener, qui reprend les charges, ok, et les répartit au sol, ok. Donc c'est la semelle, désolé, c'est ça, la semelle filante. Donc juste, il faut, ça fait partie des semelles superficielles en utilisant le DTU 1311 et DTU 1312. Comme sur les paramètres géotechniques, on utilise DTU 1311 et 1312. Maintenant, je vais parler un peu de son rôle. Son rôle, c'est de soutenir les murs de votre bâtiment. Le mur, ça peut être les semelles filantes aussi, peuvent supporter en fait des éléments ayant des charges ponctuelles, comme les poteaux. Ok. Maintenant, ici, notre cas, c'est le cas le plus compliqué, c'est le cas où la semelle supporte les poteaux. Donc, du coup, vous pouvez avoir pensionnement sur la semelle filante. Ok, très bien. Déjà, je vais prendre une petite feuille pour voir. Dans notre cas, nous avons la longueur. Donc, ça ne sert à rien de vérifier comment calculer la longueur de la semelle, mais on a déjà une longueur. Non, on devait juste calculer les débords, mais ici c'est mitoyen, ici c'est mitoyen, donc on n'est pas obligé de calculer les débords. Donc, du coup, pour notre semelle filante, on a des formules très simples pour pouvoir calculer la semelle filante. Donc nous, on a notre semelle filante qui est posée sur trois poteaux. Le premier poteau est là, donc je dis le premier poteau, le deuxième poteau est là et le troisième poteau est là. Ok. Ici je dis c'est la charge N1, ici je dis c'est la charge N2 et ici c'est la charge N3. Déjà, les charges sont 856, 956, presque 957. On a 1000 ici et on a 600. Donc, N1 ok, est différent de N2. N2 différent de N3. Et que, donc, toutes les trois charges là, c'est totalement, c'est différent en fait. Donc, ça ne dépend pas de l'autre. Maintenant, quand on a les charges comme ça, normalement, il y a une résultante. C'est-à-dire, la résultante, souvent, c'est on a un point G qui définit le barycentre, c'est-à-dire le centre de cette semelle ici. OK? Maintenant, normalement, c'est ça. Donc, on a eu un point, la résultante qui s'applique au milieu, normalement, je peux dire ça comme ça d'abord, au milieu de la semelle filante. OK? Maintenant, on a les distances. Ça, c'est la première distance. Ok, et ici ça c'est la deuxième distance. Ici les distances sont là, nous on a tout, on a les valeurs, donc ça sert à rien de calculer. On a x1 et x2, on a 485 et 5, tu vois, donc on a 485, ok, et 5. Maintenant les distances sont connues puisque c'est sur les poteaux qu'on va les mettre. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut calculer? Il faut calculer la résultante. Ok? C'est quoi la résultante? La résultante qui s'applique au milieu ici, cette charge-là, cette résultante qui s'applique ici, n'est autre que la somme. Ok? La somme de toutes les charges des efforts normaux qui sont appliqués ici, c'est-à-dire I variant de 1 à N, la somme des efforts normaux, c'est-à-dire NI, la somme de toutes les charges qui arrivent ici. Maintenant,
il y a un problème. La résultante, je vous ai dit qu'on l'a placée de façon hasardeuse. Pourquoi? Parce que lorsque N1 est différent de N2 est différent de N3, la résultante, c'est-à-dire la résultante n'est pas appliquée au centre de gravité, mais plutôt à un certain point quelconque. Donc la résultante n'est pas appliquée au centre de gravité, mais plutôt appliquée à un certain point quelconque que je peux appeler K. Ok? Que je peux appeler K. Donc, entre K et G, c'est la distance qu'on appelle D. Donc, normalement, D, ok, c'est X, parce que la distance là, on ne connaît pas. Donc, je vais dire que c'est XG moins, parce que XG, c'est au milieu de la longrine de la poutre de cette semelle filante. Cette semelle filante qui fait 9,85. Donc, XG, c'est au milieu de cette longrine-là par rapport à notre projet. Donc, on a XK. Ok, ça c'est D. Maintenant, c'est quoi XK alors? XK. Ok, XK n'est que la somme, ok, des efforts normaux multipliés par les deux distances, c'est-à-dire la première charge multipliée par, c'est-à-dire la première charge N1 multipliée par la première longueur, la deuxième charge N2 multipliée par la deuxième longueur, la troisième charge multipliée par la troisième longueur, ainsi de suite, sur la somme de NI, I variante de 1 à N. Ok? Mais ça, on connaît, c'est la résultante qui est ici. Ok? Donc, grâce à cette formule, nous allons trouver la distance XK. Ok? Bon, maintenant, si vous voulez continuer, juste, il faut savoir que la résultante produit un moment d'excentrement. Cette résultante-là va juste produire un moment d'excentrement qui n'est autre que le moment d'excentrement produit par la résultante, c'est égal à la résultante multiplié par D. Tout à l'heure, je vous ai dit D. Donc, D, moment d'excentrement, R multiplié par D, j'ai dit que c'est XG, moins XK. Donc, si vous avez cette valeur-là, ça vous permet de calculer comment on appelle ça nous permet de calculer le moment, c'est-à-dire le moment d'excentrement produit par l'excentrement, parce que les charges ne sont pas identiques. Du coup, la résultante n'est pas appliquée au centre de gravité de la semelle. Donc, c'est placé à un point quelconque que nous avons appelé K. Dans la formule, c'est la somme des NI. Donc, on peut directement calculer. Nous, on a la possibilité de calculer directement le XK. Donc, on fait la somme de NI plus la somme de NI multipliée par la somme de IXI. J'ai dit que ce sont les deux valeurs. Mais la première valeur N1 est appliquée au point 0, c'est-à-dire on aura un repère qui sera comme ça. Ici, c'est le point 0. Donc, le point 0, c'est là. Ça, c'est Y, ça, c'est X. Au point 0, donc c'est NI, N1 multiplié par 0. Ça, c'est la première distance. Donc, ça sera plus N2 multiplié par 4,85 plus N3 multiplié par 5. Ok? Non, ce ne sera pas multiplié par 5. Parce que la première distance, c'est là, là. Et la deuxième distance, c'est l'ensemble. La deuxième distance, c'est l'ensemble. C'est 9,85. C'est 9,85. Donc, la première distance, c'est 0, 0. Ok? C'est appliqué au niveau 0, 0. Parce qu'il n'y a pas de débord. Donc, c'est appliqué au niveau 0, 0. La deuxième charge, c'est le point 0 au point N2, là où s'applique la charge N2, c'est 4,85. Et du point 0 jusqu'au point N3, c'est 9,85. Donc, vous divisez ça par la somme de NI. Donc, le premier NI, on a dit, il y a une valeur. La valeur est là, c'est 956 plus 1000 plus 600. C'est ça qui donne la somme de NI. Déjà, la première valeur est égale à 0. Donc, ça va nous permettre de trouver le XA. Le XK, là où va s'appliquer en fait notre charge. Maintenant, en dehors du moment, on peut avoir d'autres moments, mais c'est pas très important. En fait, la distance de la longueur là, en fait, cette longueur ici, cette longueur là,
hein, en fait, je parle de cette longueur-là. Si c'était si c'était les calculs manuels et qu'on ne connaissait pas cette longueur, la longueur allait être autre que A, grand A, je peux appeler ça grand A parce que c'est la semelle. Je vais dire 2D, c'est-à-dire s'il y avait les débords, on met 2D, mais s'il n'y a pas les débords, la longueur est égale à la somme des LI, bien XI, ok? La somme des XI c'est là, les valeurs qui sont ici, donc ce sera la somme des XI, ça plus ça nous donne A égale à 9,85. Très bien. Donc ça nous permet de calculer A qui est égal à, s'il y avait les débords, donc A allait être 2D, c'est-à-dire les deux débords, le débord de gauche et le débord de droite, plus la somme des XI. XI, c'est les valeurs qui sont données. Mais si les XI n'étaient pas donnés, on devrait calculer le moment réduit, c'est-à-dire le moment de la résistance, et jusqu'à ce que on va trouver la valeur. Maintenant, ça c'est A, ok? Maintenant, B. B n'est autre que B est supérieur ou égal, ok, à la résultante qu'on va calculer, qui sera pondérée par exemple à 1.10 ou bien 1.15 divisé par la contrainte du sol, c'est-à-dire la contrainte admissible du sol, multiplié par la longueur, c'est-à-dire multiplié par A, grand A. Ok? C'est simple, vous connaissez, non? A fois B, c'est ça la surface, parce que la contrainte, c'est quoi? La contrainte du sol, c'est supérieur ou égal à la charge, c'est-à-dire la résultante pondérée. Il faut toujours pondérer la charge, je vous ai toujours dit ça, divisé par B, A fois B. Ok? A fois B ici, c'est quoi? C'est juste la surface. Puisque A, je connais, c'est 9,85, utilisez cette formule. 2 débords plus la somme de XI. Et B sera juste supérieur ou égal à ça, ça va ici. Et ça reste ici. Donc, ça sera B supérieur ou égal à la résultante pondérée à 1.15 sur la contrainte du sol multipliée par A qui est donnée par cette valeur. Donc, la résultante, j'ai dit que c'est la somme de toutes les charges obtenues ici. Ok? La somme de ça, donc toutes les charges là, ça nous donne cette résultante. Donc, B, et puis ça nous permet de calculer B. Parce que toutes les données sont déjà disponibles, donc on peut calculer le B. Voilà. Maintenant, une fois que nous avons le B, ça va nous permettre maintenant de calculer la hauteur. Et la hauteur, on le sait. Nous tous, on sait comment calculer la hauteur d'une semelle. La hauteur, c'est grand B moins petit b sur 4 plus 5 cm. Donc, on va utiliser cette formule pour pouvoir calculer le B.